Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut les amis, les vraies voix sur Sud Radio, les vraies voix des entrepreneurs seront des voix d'entrepreneuses. Voilà, des femmes qui s'expriment et l'une d'entre elles, vous allez voir, je veux commencer avec elle. Je vais raconter son parcours. C'est un parcours que je suis depuis de nombreuses années. C'est une entrepreneuse qui a commencé par entreprendre à l'intérieur de son entreprise. Énorme entreprise BNP Paribas. Et puis à un moment, elle a dit maintenant c'est mon tour. Donc voilà, on va raconter son parcours et puis ça nous permettra de parler aussi de finances, de patrimoine. On sait que c'est des sujets qui nous intéressent tous. Et puis ensuite l'un des plus grands défis pour l'ensemble de nos entrepreneurs et pour notre économie. La Convention citoyenne et donc sans doute à un moment nos gouvernements vont mettre sur la table 13 milliards d'euros pour rénover le bâtiment. Il faut s'en occuper parce que vous allez le voir, pour l'instant, j'ai quand même l'impression que personne n'est prêt alors que l'argent arrive. Allez, on raconte ça, ce sont les vraies voix sur Sud Radio. Bonjour Virginie. Bonjour Stéphane Soumier. On va raconter une double histoire. Oh, mais tu vas pas m'appeler Stéphane Soumier. Alors ici, tu vois, on est chez moi. Voilà, et donc on va se tutoyer. Allez, ça marche. Et moi, je vais raconter que je te connais depuis 12-13 ans. Voilà. Au moins. Et que on va, avant de parler de la boîte que tu diriges maintenant, hein, donc ça s'appelle À mon tour de diriger. La boîte que tu diriges maintenant et qui s'appelle Harvest. Alors, on va parler de cette moisson que tu veux faire. On va parler de la gestion du patrimoine et de ce que tu apportes à l'ensemble des professions du patrimoine. Mais moi, je veux d'abord qu'on raconte un parcours de femme d'entreprise. C'est-à-dire que tu as travaillé dans la finance pendant combien de temps? 22 ans. 22 ans. L'univers BNP Paribas avec CTLM, avec BNP Paribas. Ensuite l'univers Allianz. Absolument. Avec Allianz et avec Euler Hermès. Hein, voilà. Mais il y a eu un truc quand même très très fort au cœur de BNP Paribas, c'est-à-dire que tu as lancé Hello Bank. Tout à fait. Je suis la maman d'Hello Bank. La maman d'Hello Bank. C'est toi qui as fabriqué ce truc. Absolument. De A jusqu'à Z. Le logo, la marque, le positionnement. Enfin, c'était incroyable. Et ça se passe comment? Dans ces cas-là, quelle année ça à peu près, Virginie? C'est en 2013. C'était en 2013. On fonde une start-up à l'intérieur de la grande banque, c'est ça, hein? Absolument. En fait, j'ai eu les commandes complètes qui m'ont été données par la direction générale de BNP Paribas à l'époque. J'en profite pour les remercier parce qu'ils ont. Baudouin Pro, citons-le. Hein, Baudouin Pro, Jean-Laurent Bonafé, François Villeroy de Gallo, enfin des hommes qui se sont pensés sur le berceau d'Hello Bank. Absolument. Et qui m'ont vraiment donné les clés. Et avec une petite équipe, en fait, on a réussi à lancer Hello Bank en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en France et en Italie. Et aujourd'hui encore, c'est la seule façon de faire finalement. Si une grosse boîte veut un projet de transformation aussi important, il faut filer les clés du camion à quelqu'un. Écoute, j'ai pas de conseils à donner, mais clairement, il faut que les clés du camion soient remises à quelqu'un avec une équipe et un budget. Ouais. C'est le seul moyen de faire bouger les très grands groupes. Et en fait, dès que tu commences à être un peu transversal, à devoir négocier, à entrer dans des sujets politiques, bah tu t'enlises et tu fais rien. Ça meurt, absolument. Ça meurt. Pas un peu déçu par Hello Bank quand même. Alors tiens, je vais te tranquilliser. Non, je vais te tranquilliser. Je vois la Société Générale racheter, alors là aussi formidable entreprise naissante, néobanque naissante, Shine. Absolument, j'étais en contact avec le patron. Nicolas Rebout est venu me voir. Fantastique. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui manque aux banques? Pourquoi est-ce que les banques ne sont pas capables de créer ces agilités-là? Tu crois que tu l'as créé, toi, cette agilité-là? Écoute, je pense que oui. Et là, maintenant, ça y est, tu diriges. C'est à ton tour de diriger. Oui. Bon. Ça a été quoi le positionnement mental? Je vais même préciser ma question. Quand on parle de RH et quand on parle de femmes et quand on parle de jeunes femmes, on tombe très vite sur le syndrome d'imposture. On tombe très vite sur « Ah non, moi je suis pas capable de faire ça ». T'as eu un cheminement comme ça, Virginie? Non, alors... Vas-y. Je sais pas si ça vient de mon éducation, de mon parcours, mais c'est vrai que moi j'ai plutôt confiance en moi. Ça vient probablement de mon enfance. Merci à mes parents de m'avoir donné cette confiance. En fait, moi, ça fait très très longtemps que j'ai envie d'être CEO d'une structure avec vraiment tous les leviers. Et j'avais pas trouvé forcément l'entreprise qui me faisait vraiment rêver, avec un projet de croissance, de dynamisation. Et en fait, le confinement a été bénéfique pour certains d'entre nous. Et moi, j'ai été chassée pendant cette période-là par des gens que j'ai trouvés très sympas, avec une très belle entreprise, avec une vraie vision pour la suite. Et donc, du coup, j'ai sauté. Donc, en fait, c'est quelque chose qui était en moi depuis très longtemps. Il fallait juste que je rencontre le bel animal avec qui me marier. Et je l'ai trouvé. Mais tu pouvais pas le faire naître à nouveau, ce bel animal? C'est-à-dire, ce que tu as fait, Hello Bank, dans le cœur de BNP Paribas, tu pouvais pas te dire, ok,
je suis Virginie Fauvel, j'ai quand même une masse de contacts assez importante, j'ai un track record de dingue. Je pense que si tu avais voulu monter une boîte, tu trouvais les financements sans aucun problème, Virginie. Alors j'ai réfléchi à ça, j'ai réfléchi à partir aussi en Greenfield à un moment donné. En quoi? En Greenfield, c'est-à-dire sans rien, tu vois, avec juste une idée, essayer de faire ça. Et donc c'était une hypothèse. Mais Harvest, c'est une boîte c'est une entreprise, tu vois, qui a 300 personnes, qui a une trentaine d'années d'existence. Et je pense que j'ai plus de valeur ajoutée d'un point de vue stratégique, managérial, et mon expérience internationale, tu vois, à porter Harvest sur l'étape d'après. Mais moi, je veux continuer sur l'histoire. Est-ce que ça représente en termes d'entrepreneuriat? Parce que, alors, c'est ce que j'ai lu. Le problème, c'est ce qu'on lit dans des communiqués. Mais j'ai adoré cette phrase. Donc, d'abord, enjeu fondamental. Ce sont deux patrons, c'est ça, deux fondateurs. Deux hommes. Deux hommes, oui, mais qui à un moment arrivent au bout. Oui. On est devant une falaise démographique de chefs d'entreprise. Et donc, si vous avez en tête la même idée que Virginie, n'hésitez pas, c'est le moment. Il y a un moment démographique d'opportunité très très important aujourd'hui pour des cadres supérieurs ou pour des cadres dirigeants. Oui, et moi j'invite tout le monde à devenir entrepreneur, à créer de la valeur pour la France, à créer des emplois. Je trouve que quand on a cette fibre-là, on a aussi une responsabilité, je trouve, en tant que citoyen, de créer de la valeur pour la France. Voilà, Harvest, c'est une fintech française. Moi, je suis très fière d'être française. J'ai été sollicitée à plusieurs reprises pour servir d'autres pays, mais bon, voilà, moi je suis française et donc je pense avoir le devoir de rendre aussi de la valeur à mon pays. Ah, dis donc. En créant de la valeur. Ah, dis donc. Bah tiens. Tu le penses sérieusement? Ah non, je le pense sérieusement. Non, mais vraiment très sérieusement. Harvest aurait été allemande, par exemple, tu n'y serais pas allé? J'ai travaillé pour un groupe allemand, mais j'étais dans une société française où j'ai embauché des collaborateurs français, où j'ai servi des clients français. Je pense que c'est important. Hermès est une filiale, pour le coup, française de ce grand groupe allemand. Absolument. Et tu vois, je trouve qu'on valorise énormément les expatriations dans les parcours. Donc c'est bien, mais il faut aussi que les gens reviennent. Moi, quand je vais en Silicon Valley et que j'écoute des discussions de data science, on commence en anglais, on finit en français, parce qu'il y a énormément d'ingénieurs français qui sont en Silicon Valley et qui font du machine learning ou de l'intelligence artificielle. C'est sympa, mais on a aussi besoin d'eux ici. Quand je vais au Canada, à Montréal, que j'adore, et s'il y a des Canadiens qui t'écoutent, j'en suis sûre, c'est formidable. Mais pareil, le nombre d'ingénieurs français qui sont au Canada, mais revenez aussi en France, on a besoin de vous, quoi. On a besoin de vous. Alors, c'est triste à dire, et puis tout le monde dit oh, bah, il parle que de ça et tout. Oui, pardon, je parle que de ça. Ils sont partis pour des raisons fiscales, point à la ligne. Voilà, Virginie ne commande pas. Non, je commande pas seulement pour des raisons de dynamisme aussi, etc., d'écosystème, on est d'accord, mais quand même en partie, notamment pour le Canada, en partie notamment pour des raisons fiscales. Je pense qu'avec le Covid, enfin la Covid, parce que c'est oui, pareil, il y a aussi des gens qui se sont rendus compte qu'ils étaient privés de leur famille, de leurs amis, parce qu'ils étaient expatriés. Je crois qu'il y a certains aussi qui revoient leur positionnement. Et puis moi, je trouve que payer des impôts, c'est pas mal quand même. Libérer les énergies des professionnels du patrimoine. C'est la baseline. Baseline. Alors ça veut dire quoi? Donc on simplifie tout ce qui est régulation, fiscalité, c'est-à-dire que Tu simplifies, c'est-à-dire que tu t'en occupes pour le gestionnaire du patrimoine? Je m'en occupe, c'est-à-dire que quand il prend un produit Harvest, il est absolument sûr et certain que toutes les nouvelles lois sont dedans, que toute la fiscalité a été recalculée, il n'a pas à le refaire, et lui il peut se concentrer que sur le conseil et sur son client. Et pour le client final, mais quand tu prends un produit Harvest, toi tu fais pas des produits, tu fais pas les produits que par exemple vend Allianz, tu fais pas des produits financiers structurés, c'est des produits de logiciels. C'est des produits de logiciels. De logiciels, absolument. Voilà, c'est-à-dire que par exemple tu veux savoir combien est-ce que tu vas avoir pour ta retraite, et donc, on va reconstituer toute ton expérience professionnelle, formidable, et on va te dire bah voilà, tu vas gagner ça en retraite, et si tu veux avoir un complément, tu peux prendre tel ou tel type de produit de retraite qui là va être. Et donc le gestionnaire de patrimoine, il va recevoir son client et il va pouvoir lui dire écoutez, donnez-moi 2-3 infos et on le rentre dans la machine. Et grâce à l'expertise Harvest. Voilà, on le rentre dans la machine et après moi je l'ai fait pour moi, même si la retraite n'est pas pour tout de suite, mais du coup c'est d'une simplicité biblique. Je sais pas si la Bible est simple, mais en tout cas c'est l'expression consacrée. C'est le cas de le dire. Et en fait, tu as de façon extrêmement simple ce que tu vas avoir en retraite et comment tu peux avoir une retraite qui est complémentaire. Donc c'est rendre les choses simples et digitales.
C'est un beau métier. Ouais, c'est un super métier sur des sujets en plus qui sont des sujets qui sont d'ores et déjà angoissants pour un certain nombre d'entre nous, mais qui vont l'être de plus en plus. Absolument. Avec, comme tu dis, une complexité réglementaire qui pèse aujourd'hui sur les conseillers en gestion de patrimoine, qui fait que ça simplifie. Et tu sais, quand tu prépares ces vacances, en moyenne, les gens, quand ils préparent leurs vacances, ils mettent une vingtaine d'heures pour préparer leurs vacances. L'hôtel, l'avion, l'avion c'était avant, qu'est-ce qu'on va faire, etc., l'endroit. Et en fait, pour la retraite, les personnes passent, tu vois, peut-être 1 heure dans leur vie à préparer la retraite. Et quand tu vois, les enjeux sont quand même assez différents. 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'idée c'est quoi la roadmap? Est-ce que ça se porte à l'international, ça, cette complexité? Elle est nationale? Absolument, donc l'ambition est européenne, même si effectivement les régulations et la fiscalité sont très locales et spécifiques. Donc on va se projeter à l'international peut-être par acquisition et ou croissance organique. Et après un push très fort, une accélération sur tout ce qui est APIisation, donc c'est-à-dire avoir des petits moteurs qui puissent être mis dans les sites internet des banques, dans les sites des CGP, etc. pour simplifier au maximum tout ce qui est patrimonial. API, ça aussi, c'est un mot dont il va falloir un acronyme dont il va falloir qu'on s'occupe et qui permet en fait la collaboration, quoi. C'est l'ouverture des systèmes d'information des différentes organisations et qui leur permet de collaborer entre elles. Absolument. Voilà. Exactement. C'est mettre la bonne information au bon endroit. Merci Virginie. Virginie Fauvel, donc Harvest avec nous. Et maintenant, 13 milliards, enfin dans un instant, 13 milliards sans mode d'emploi. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. On repart les amis, et on repart les amis avec, alors pour le coup, une jeune femme sur laquelle pèse à peu près, Nilou, je crois que c'est 13 milliards d'euros, quoi, globalement, c'est ça, c'est ça. Donc, Nilou Joueur de Saint-Georges, elle prend ça avec un grand sourire. Voilà, j'ai 13 milliards d'euros à dépenser, les amis, enfin, à dépenser, même pas, à recevoir, à gérer. Elle est directrice adjointe de Crust Energy. Crust Energy, alors, on va, vous intervenez sur un élément assez spécifique de la rénovation du bâtiment, de l'efficacité énergétique, qui est, si j'ai bien compris, tout ce qui est canalisation, Nilou? Exactement. On fait tout ce qui est isolation en partie commune, des travaux d'isolation. Ouais. Voilà. Donc, mais globalement sur les canalisations et aussi sur les sols, c'est ça? Exactement, l'isolation des planchers bas. Premier point d'ailleurs, parce que on me parle beaucoup aujourd'hui, et d'ailleurs c'était l'un des points, donc c'est 13 milliards, les amis. C'est les 13 milliards dont parle la Convention citoyenne d'ailleurs, je crois que c'est elle qui a chiffré ça. Pour une rénovation, mais elle dit une rénovation globale des bâtiments. Voilà, c'est ça l'idée. Comment est-ce que... Après, on parlera de Crust Energy, mais d'abord, votre œil d'expert sur cette volonté aujourd'hui d'accélérer sur la rénovation des bâtiments. Comment est-ce que vous regardez ça, Nilou? C'est l'avenir, selon nous. En effet, l'objectif maintenant, c'est d'apporter de la valeur dans le marché de la rénovation énergétique, d'éviter les opérations one-shot et de justement pouvoir proposer des rénovations globales. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, tous les dispositifs, tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est d'aller dans ce sens-là des rénovations énergétiques globales. Qu'est-ce que ça veut dire une rénovation one-shot? C'est de faire un type d'opération, un type de travaux. Je change la chaudière et basta et je fais rien d'autre. Exactement. Sauf que parfois, il reste encore des choses à faire. Ce qui va bloquer généralement les clients, c'est le financement justement. Donc l'avantage, c'est de pouvoir justement leur proposer des dispositifs, des financements pour faire plus de travaux dans leur logement. Et on va parler de ce dispositif justement. Je me gourre toujours sur donc ces certificats et les 2 E derrière, c'est quoi? Ce sont les certificats d'économie d'énergie. D'économie d'énergie. Exactement. Vous pouvez m'en raconter simplement le principe de ces certificats d'économie d'énergie, Nilou? En fait, c'est les fournisseurs d'énergie qui sont obligés de financer des travaux de rénovation énergétique. Ouais. Donc ils ont des obligations et une entreprise comme la mienne, finalement, c'est d'être un intermédiaire entre ces fournisseurs d'énergie et les bénéficiaires des travaux. Fournisseur d'énergie, mais ça peut être aussi, par exemple, la grande distribution quand elle vend de l'essence. Exactement. Voilà, elle émet aussi. Voilà. Exactement, on appelle ça les obligés. Des certificats d'économie d'énergie. D'économie d'énergie. Et ça veut dire que globalement, elle vous paye vos travaux, c'est ça le sujet, C'est ça, tout à fait. Elle finance les travaux. Donc il y a des barèmes, il y a une liste de travaux éligibles. Il y a à peu près 200 opérations en fait éligibles dans différents secteurs, dans le résidentiel, le tertiaire, l'industrie, l'agriculture. Donc après, il faut consulter ces différents barèmes et les mettre en œuvre.
L'argent est là, enfin l'argent est là, oui l'argent est là, hein. De toute façon même on n'est pas encore à l'heure des 13 milliards, mais d'ores et déjà de toute façon plusieurs milliards sont budgétés par la précédente d'ailleurs loi de finances, je parle sous votre contrôle, je crois que c'est 2,5 milliards ou 3 milliards qui sont d'ores et déjà disponibles pour l'efficacité énergétique des bâtiments. Ok. On a même une forme de payeur avec ces certificats d'efficacité d'énergie et d'économie d'énergie. Après, dans le tuyau, justement c'est votre domaine, où sont les bouchons ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas sur des gisements de travaux d'efficacité énergétique partout ? En fait, 78% des Français sont incapables de citer une aide à la rénovation énergétique. Mais bien sûr. Voilà. Donc, MaPrimeRénov', c'est un dispositif qui justement remplace le CITE parce qu'il était peu connu. Le certificat d'économie d'énergie. Donc crédit d'impôt de transition énergétique. Exactement. Et le certificat d'économie d'énergie, c'est un dispositif encore moins connu. Donc une structure comme la nôtre, finalement, va justement se renseigner, consulter toute la réglementation et constituer les dossiers de financement, parce que c'est aussi un peu la difficulté souvent. Tout à fait, c'est la difficulté. Voilà. Et il y a un sujet, on s'adresse pas forcément aux populations les plus riches. Ceux qui ont le besoin de rénovation sont pas forcément les plus riches. Et c'était le problème du crédit d'impôt, c'est qu'il faut que vous avanciez en fait l'argent des travaux. Exactement, c'est un vrai sujet. Ça, c'est impossible pour les populations en difficulté. C'est un vrai sujet. La bonne nouvelle, c'est que avec MaPrimeRénov', les barèmes vont être élargis. Et la particularité du certificat d'économie d'énergie, nous, ce qu'on fait dans le B2B en résidentiel, c'est qu'il n'y a pas de condition de revenus. Donc si un bâtiment a besoin de bénéficier de ces fameux travaux d'isolation, on peut en faire bénéficier. Quand vous dites B2B dans le résidentiel, ça veut dire quoi ? Vous travaillez avec les syndics par exemple ? Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais ils n'ont pas besoin de vous, les syndics, pour comprendre comment marchent les certificats d'économie d'énergie ? Alors non. Si, j'ai l'impression que vous alliez dire oui, en fait. Vous savez, il ne faut pas non plus... Ils savent comment ça fonctionne, mais c'est vrai qu'il faut le mettre en œuvre en fait. Pour mettre en œuvre des projets, il faut aussi les mener de A à Z. Ouais. Les mener de A à Z, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se rendre dans le bâtiment, voir si il est éligible aux travaux, faire le dossier de financement, trouver un partenaire sous-traitant accrédité RGE qui va intervenir. Ça veut dire quoi RGE ? Reconnu garant de l'environnement. Reconnu garant de l'environnement, oui. Ok. C'est un nouveau, c'est un label qui existe depuis maintenant quelques années et c'est une accréditation nécessaire pour faire ces travaux. Et le problème, je pense, des syndics, c'est qu'effectivement, c'est tout un métier d'internaliser cette chaîne de valeur et donc c'est notre travail. C'est là où j'ai peur qu'on mette un peu la charrue avant les bœufs, Nilou. C'est-à-dire que il y a tout un boulot, et puis on peut se le dire quand même. Il y a tout un boulot aussi aujourd'hui de vérification de l'efficacité des travaux qui sont faits. Il y a quand même une masse de chasseurs de primes, pour ne pas dire bandits de grand chemin dans votre secteur. Voilà, elle dit ça avec un grand sourire, qui est considérable. Malheureusement, oui, ça fait vraiment du mal à la profession. Totalement. Et nous, chez Cross, justement, on a compris très rapidement que le secret, c'était le contrôle et le tracking. Ouais. Voilà. Donc, c'est des salariés de chez nous qui génèrent tous les dossiers, qui font la planification des travaux, qui contrôlent sur place. Donc, on a des contrôleurs de chantier partout en France pour vérifier justement la bonne tenue de ces travaux. Et c'est ça. Et vous, en fait, vous êtes un intermédiaire. Oui. Vous ne faites pas les travaux vous-même. Vous contractualisez avec des artisans. Exactement. On sous-traite nos travaux, mais on garde la main sur la planification et le contrôle ces travaux. Ouais. Voilà. Ouais. La nécessité d'un label, est-ce que il y a besoin aujourd'hui d'une véritable labellisation de cette profession ? C'est important, en effet. Encore faut-il maîtriser aussi la labellisation. C'est-à-dire il se trouve que le label RGE, il y a eu un peu un bouchon, on va dire, dans les accréditations. Et ensuite, il faut, malgré le label, quand même contrôler les travaux qui sont faits. Bouchon dans les accréditations, oui. Ça veut dire que les artisans qui sont de bonne foi, qui font bien leur boulot, aujourd'hui, il n'y a pas les mains pour leur donner le label, pour leur délivrer le label. Plusieurs mois, en effet. Et pourtant, ce sont des artisans qui veulent travailler. Effectivement, il y a, comme vous dites, il y a une nécessité à la rénovation énergétique et des chantiers, il y en a. Non, mais c'est ça le sujet. C'est parce que ça a été un peu aussi la même chose avec MaPrimeRénov'. Oui. En l'occurrence, c'est un organisme qui s'appelle l'ANA, l'Agence de rénovation de l'habitat. Oui, c'est ça, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat.
et qui, elle aussi, a été complètement bouchée. Enfin, Exactement. Moi, les chiffres qu'on me donnait sont quand même impressionnants. Alors oui, il y a eu le Covid, mais quand même, il devait y avoir en gros 200 000 primes rénov distribuées sur cette année. Hein, c'est ce qui avait été voté en loi de finances. Et je parle sous votre contrôle, mais je crois qu'au mois de juillet, il y en avait eu 5 000 qui avaient été distribuées, quelque chose comme ça. J'ai pas regardé les derniers chiffres, mais effectivement... C'est cet ordre de grandeur. Hein, c'est cet ordre de grandeur. Avec ma prime rénov, la bonne nouvelle, c'est que ça va être ouvert en janvier aux copropriétaires. Et il y a des mandataires, donc des structures intermédiaires aussi, qui pourraient être mandataires et qui pourront aussi aider à la constitution des dossiers. Ouais, mais il faut toujours qu'à la fin, l'ANA les instruise, les valide. En effet. Et donc là, on va avoir un vrai sujet. Bah ouais. Non, mais c'est compliqué parce qu'on a un gisement, voilà. Et ce gisement, il faut qu'il y ait les compagnies pétrolières comme vous pour aller extraire ce gisement et pour aller essayer que les choses se fassent, quoi. C'est ça, et surtout accompagner. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont des projets de rénovation énergétique. Généralement, c'est le frein, c'est le financement, l'organisation, le dossier, trouver une entreprise, et puis les travaux, ça va être des problèmes. Donc c'est énormément d'accompagnement, de pédagogie, et il faut aussi pouvoir montrer qu'on est fiable sur les dossiers. Nilou Jor de Saint-Georges donc et Crust Énergie, les amis, on se retrouve demain pour d'autres vraies voix de l'entrepreneuriat sur Sud Radio.